Bon, je vais faire une petite pause sur mes sujets historiques. Ne vous inquiétez pas, je travaille toujours beaucoup dessus, mais je voulais parler d'un sujet économique, puisque apparemment on est en voie de nous voir imposer l'agenda 2030 et qu'il est urgent de trouver des solutions alternatives pour contrecarrer les projets démoniaques de nos gouvernements. Et je voulais faire une petite réflexion historique à partir des traditions de la lutte anticapitaliste depuis quelques décennies qui ne me semblent pas tout à fait suffisantes. Je voulais partir de Jean-Baptiste Say, qui est un économiste du XVIIIe siècle. Eh bien, selon Bernard Maris, économiste bien connu de la mouvance keynésienne, Jean-Baptiste Say aurait dit que toute offre trouvait automatiquement sa demande. C'est donc qu'on n'avait pas besoin de moyens financiers pour acheter la production en question. Et Bernard Maris, qui n'était pas d'accord, avait dit: «Tout libéral croit à la loi de Say». Mais Jean-Baptiste Say, il dit pas exactement ça. Il dit que toute offre crée automatiquement la monnaie qui permet de l'acheter. Et ça, c'est pas que les libéraux qui pensent ça, tous les économistes le croient, Bernard Maris le premier. Et c'est même tout le monde qui le croit, puisque lorsque vous avez travaillé pendant le mois, à la fin, vous recevez une fiche de paye, et sur cette fiche de paye, on vous prélève des cotisations sociales et des impôts, ce qui montre bien que l'État pense que vous avez créé de la monnaie, puisqu'il vous impose dessus. Il y aurait donc deux façons de créer de l'argent dans les usines, les fameuses lignes de fabrication de la monnaie, et par le crédit bancaire, qui serait une forme d'anticipation de ce qui est produit dans les fameuses usines. Évidemment, tout cela est faux. Il n'y a qu'un seul moyen de créer de la monnaie, c'est par le crédit bancaire. Jamais de l'argent n'apparaît sur les comptes de l'entreprise spontanément parce qu'elle fait tourner ses usines. Il faut qu'elle vende sa production. Et oui, le produit intérieur brut, c'est pas de la production pure, c'est de la production vendue. Il faut donc qu'à un endroit, quelqu'un ait fait un crédit bancaire. Les échanges économiques proprement dits ne créent pas d'argent et ne servent qu'à transférer des dettes. C'est-à-dire que quand l'État lève des impôts, il transfère ses dettes aux particuliers, et lorsqu'un industriel vend sa production, il permet, on va dire, de combler ses propres dettes au détriment de quelqu'un d'autre qui aura créé une dette ailleurs. Les fantasmes de rembourser les dettes d'un pays par la croissance sont donc totalement absurdes. La croissance est une augmentation du volume des échanges, elle nécessite plus d'argent en circulation, donc elle accroît les dettes, mécaniquement. Dans une vidéo récente, Tatiana Ventose, une youtubeuse bien connue, dénonce le fait que la France insoumise ou le Rassemblement national n'ont pas de projet de société alternatif. La France insoumise parle d'augmenter les salaires, ce serait pas mal, mais tout à fait insuffisant. Et il faudrait bien qu'on ait autre chose, et on n'a pas vraiment autre chose. Parce que malgré des attaques verbales continues depuis 200 ans, ni les partis communistes, ni l'extrême gauche n'ont jamais proposé à la fin que le partage des richesses. Donc une espèce de capitalisme aménagé. Et ça, c'est parce qu'ils se basent sur des théories économiques farfelues qu'ils considèrent comme un savoir indépassable et qui sont des théories économiques basées sur le capitalisme. Ils ont admiré Marx et ils l'admirent toujours. Mais Marx, il dit beaucoup de bêtises. Marx pense que l'existence d'un stock d'invendus, c'est une crise de surproduction. L'industriel va être obligé de baisser son prix, quitte à y perdre de l'argent devant la nécessité absolue de vendre. Et tout profit étant devenu impossible, l'État devient le seul recours et doit donc prendre les rênes de l'économie. L'histoire arrive alors à sa phase socialiste. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. D'abord, Marx s'est rendu compte des effets de la mécanisation. On pouvait produire la même chose pour moins cher. Du coup, ça reculait le moment des crises de surproduction. Et finalement, pas tant que ça, parce que comme de toute façon, il payait moins d'ouvriers, cela faisait moins de personnes à qui il pouvait vendre. Et au final, on se retrouvait dans le premier cas, une production qu'on n'arrivait pas à écouler. La vérité, c'est que l'industriel se moque complètement de vendre tout son stock comme n'importe quel comptable le sait. Ce qu'il veut, c'est vendre assez pour assurer son propre train de vie. Un autre économiste, John Maynard Keynes, pensait qu'il n'était pas nécessaire de faire profiter les ouvriers des gains de l'entreprise. Il suffisait juste de leur donner de quoi entretenir une famille avec peu de besoins afin d'assurer le renouvellement des bras.
200 ans après, on n'a pas progressé d'un poil dans la pensée économique alternative. Dans les années 90, Attac a créé des ateliers de formation pour présenter la pensée néo-marxiste. On a vu des universitaires la tête dans les étoiles, comme Jean-Marie Haribey, dire que Marx avait toujours eu raison, mais seulement en tendance, car le raisonnement de Marx portait sur la valeur intrinsèque des biens produits, au lieu de quoi nous n'en connaissions qu'une manifestation imparfaite, le prix. Mais en tendance, le prix à moyen terme finirait par s'aligner sur la valeur marxiste, on finirait par voir apparaître cette fameuse crise de surproduction, et le militant étant armé intellectuellement, on allait voir ce qu'on allait voir. L'école de Chicago, c'est une forme d'ultralibéralisme qui a influencé Alain Madelin et qu'on appelle le monétarisme. Leur fer de lance est un intellectuel américain qui s'appelle Milton Friedman. Là où Karl Marx ne croyait pas à l'existence des stocks, mais Friedman ne croit pas à l'existence de l'épargne. Si vous avez de l'épargne, le marché le sait, et toute la différence part en inflation générale des prix. Donc, le postulat, c'est que l'excès de monnaie crée l'inflation. Et ça, c'est épouvantable pour les détenteurs de patrimoine monétaire car ils perdent sa valeur. Il faut donc faire disparaître la dépense publique et étrangler le crédit imprudent fait aux petits entrepreneurs qui pourraient ne pas rembourser. Moins on a d'argent, plus on est riche. Dans les années 2000, 10 ans après Attaque, par un curieux accident de l'histoire, les Chicago Boys sont devenus des dissidents, avec, en tête de gondole, Olivier Delamarche ou Pierre Jovanovic. Madelin avançait à visage découvert. Delamarche ou Jovanovic cachent que leur action pour défendre le patrimoine des Français est dirigée contre ceux qui n'en ont pas. Précisément, les disciples qui relaient leurs vidéos et boivent leurs paroles, répétant comme des ménates leurs discours, il y a trop d'argent à cause de la planche à billets des banques centrales. Et ça, c'est nouveau. Le Chicago Boy 2.0 ne dit pas qu'il faut interdire les dépenses sociales de l'État et restreindre le crédit, il détourne le sujet. La fameuse planche à billets, comme ils disent, est une condition qui permet aux banques commerciales d'octroyer des prêts. Prenons la dernière entrevue d'Olivier Delamarche à valeurs actuelles. Voici ce qu'il nous dit. Premièrement, il ne faut surtout pas augmenter les salaires parce que ça va aggraver l'inflation. On rappelle que l'inflation est une fraction de prix. Tout prix ou fraction de prix se partage entre profit et salaire. Si le prix augmente mais que le salaire n'augmente pas, quelqu'un s'est gavé en profit. Deuxièmement, ce qui cause l'inflation, c'est la fameuse planche à billets. C'est le leitmotiv. Il faut donc préciser de quoi il s'agit. Au XIXe siècle, les banques détenaient dans leurs coffres l'or des individus qu'elles conservaient contre une reconnaissance de dette remise aux clients. Il était plus facile d'échanger ces reconnaissances de dette que l'or lui-même, et ça, c'est l'origine des billets de banque. Et puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'or disponible pour le volume des échanges commerciaux qu'on prévoyait de faire. Ainsi, si la valeur de tout l'or disponible était de 100 et qu'on voulait échanger 1000, il fallait pouvoir prêter plus. On a donc mis en place un taux multiplicateur de crédit qu'on ne pouvait pas dépasser. Finalement, on a aussi abandonné les talons or parce que l'économie avait explosé et que le taux multiplicateur devait être sans cesse revu à la hausse. Ça, il y a des gens qui ne s'en sont jamais remis. Ils considèrent toujours qu'il ne devrait jamais y avoir plus de monnaie en circulation que d'or dans les banques. Retenez bien que l'or est en quantité limitée et que tout le monde n'en a pas. Si on devait revenir aux réserves en or, cela conduirait à un étranglement définitif du crédit bancaire. Et celui qui n'obtiendra pas de prêt, c'est vous. Aujourd'hui, on demande aux banques commerciales de disposer non pas d'or dans leur coffre, mais de fonds propres, qui sont une addition de leur capital propre et des dettes à long terme, ainsi que des dettes à court terme qu'elles obtiennent auprès des banques centrales. À ces fonds propres, on applique un coefficient multiplicateur qui détermine le volume de crédit que les banques sont autorisées à accorder. C'est un résidu de croyance à l'étalon or. Le taux de multiplicateur, à une époque, était autour de 9, je ne sais pas exactement où il en est. Enfin, retenez qu'il est parfaitement arbitraire. Et il est aujourd'hui toujours insuffisant pour faire face à la demande de crédit. D'abord, les banques ont le droit de placer leurs avoirs sur des actifs volatiles où elles perdent leur mise. Les banques centrales sont donc obligées de les refinancer pour remettre leurs fonds propres et leur capacité de prêt à niveau. Et on appelle cela de l'injection de liquidité. Les économistes qui attaquent l'injection de liquidité sont les mêmes qui pensent qu'il faudrait revenir à l'étalon or. Les liquidités bancaires ne sont pas des billets de banque. On essaie de vous le faire croire. Vous ne les avez pas dans votre portefeuille et c'est normal. L'objectif des élites mondiales, c'est de faire disparaître l'argent liquide pour un contrôle total sur les échanges. Ils ne vont pas se mettre à imprimer des espèces. De plus, ces liquidités ne se retrouvent jamais dans la sphère marchande et n'accroissent jamais la masse monétaire disponible pour les échanges.
Rappelons l'objectif des Chicago Boys 2.0, réduire les dépenses sociales, étrangler le crédit, car tout cet argent est inflationniste. On en revient à la pensée initiale des économistes. Ils croient que si cet argent est la contrepartie d'une production industrielle, alors cet argent n'est pas une dette. La réalité est très dure. Bien sûr que si, la croissance industrielle, exactement comme la croissance du tertiaire, nécessite que quelqu'un, quelque part, fasse un emprunt. À tout moment, le volume monétaire est égal au volume des emprunts en cours, et une bonne partie de cet emprunt est immobilisé en bourse. Olivier Delamarche nous dit que les prêts des banques centrales sont utilisés pour spéculer sur les matières premières, et ça c'est inflationniste. Ça c'est vrai. D'une part, l'accroissement de la spéculation n'est constaté qu'en 2022. Ce n'est donc pas un argument général. D'autre part, ce n'est pas pour que les banques puissent spéculer que les banques centrales ont prêté leur argent. C'est pour assurer aux banques secondaires leur capacité à procurer du crédit. On pourrait interdire aux banques de placer leurs fonds propres, ainsi il n'y aurait plus de spéculation. On pourrait même supprimer l'exigence de fonds propres et laisser les banques prêter comme elles veulent. Les États-Unis en sont à peu près là. L'autre grande question qu'on peut se poser, c'est en quoi l'inflation c'est mal. L'inflation est un souci pour les patrimoines constitués qui fondent comme neige au soleil. Si vous ne voulez pas le perdre, il est effectivement préférable d'investir dans des actifs qui suivent l'inflation, comme l'immobilier. Delamarche est conseiller en gestion de patrimoine, mais il a une vision déformée des choses. Car l'inflation a aussi une grande vertu, elle permet d'éteindre de façon accélérée une dette. Dans les années 70, les particuliers ont pu accéder en masse à la propriété parce qu'ils ont pu rembourser rapidement un prêt à taux fixe grâce à leur salaire qui suivait l'inflation. Emmanuel Macron, qui a beaucoup de valeurs communes avec Pierre Jovanovic, a beaucoup fait pour généraliser les taux variables qui suppriment cet effet bénéfique de l'inflation, qui garantissent aussi que les 30 glorieuses ne reviendront jamais. Troisièmement, l'inflation est essentiellement un phénomène spéculatif. Si le pétrole monte, cela se répercute sur toute la chaîne économique. Delamarche et Jovanovic le savent. Le crédit bancaire, lui, n'est pas spécialement inflationniste. Les petits commerçants ne se disent pas «Oh, je vois qu'il y a plus d'argent en circulation, je vais augmenter mes prix». Tout au plus, celui qui aura pris un crédit va être pressé de le rembourser et légèrement les augmenter. Toutes les fractions de prix doivent être payées par un crédit équivalent. C'est le cas de l'inflation, mais c'est aussi le cas de la croissance des échanges commerciaux. Si on permet à l'État de faire des dépenses sociales ou aux petits commerçants et artisans d'accéder au crédit, c'est d'abord favorable à la croissance, avant un quelconque effet inflationniste. Il n'y a même pas à arbitrer entre l'activité économique et la sauvegarde des patrimoines. En revanche, si vous étranglez le crédit, vous allez peut-être étrangler l'inflation, par contre vous allez étrangler la croissance. Ça c'est sûr. Et contrairement aux certitudes des Chicago Boys et des banques centrales, la raréfaction du crédit ou le taux directeur plus élevé ne jugule pas l'inflation. Si les taux d'intérêt sont plus élevés, le commerçant va augmenter ses prix. Si le commerçant fait moins de ventes, il va rarement le baisser parce qu'il va viser un chiffre d'affaires qui lui permette de manger. Rappelons que l'inflation, c'est d'abord un phénomène spéculatif. Face à la spéculation sur les matières premières, relever le taux directeur, ça n'a pas d'effet. En dernière instance, le problème des riches, c'est la richesse pour tous. Si les pauvres avaient assez d'argent, à quoi ça servirait d'être riche? Bon, la pensée attaque, la pensée des Chicago Boys, c'est un peu comme les personnes en recherche spirituelle. Ils adhèrent à la première religion rencontrée, prennent tout le package, et ils arrêtent toute forme de réflexion personnelle ensuite. Il y a des personnes qui veulent à tout prix mener un combat, ne savent pas à quelle idéologie se vouer, il faut donc leur fournir un prêt-à-penser qui n'a pas vraiment vocation à s'appliquer, à se confronter au réel. Avec la pensée attaque, avec la pensée des Chicago Boys, on a le tranquillisant social qui permettra de détourner leur énergie jusqu'à la fin de leur vie.